J'ai encore cette sensation d'étouffement absolu, le cœur qui bat à tout rompre, l'angoisse, des murs qui se resserrent inexorablement. Ouais, je vois exactement ce que tu ressens. C'est l'effet physique immédiat quand on découvre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Une œuvre monumentale. C'est une plongée vertigineuse dans la lutte acharnée d'un esprit humain essayant désespérément de ne pas sombrer dans le néant. Si je devais choisir un seul mot pour décrire ça, ce serait asphyxiant. Surtout quand on découvre le personnage au centre de tout ça. Le mystérieux docteur B. On est jeté direct en pleine horreur, enfermé par la Gestapo dans une chambre d'hôtel totalement vide, privé de la moindre distraction, du moindre repère spatial ou temporel. Face au vide absolu, ouais. Un homme qui a dû scinder son propre esprit en deux, devenant son propre adversaire et son propre bourreau pour sauver sa santé mentale. C'est insensé, n'est-ce pas? Bah ça défie l'imagination complètement. Et pourtant, un combat à mort, psychologique, s'engage, où une simple grille de 64 cases imaginaires devient l'unique et fragile frontière entre la survie et la démence irréversible. Et le contraste narratif pour encadrer cette terreur psychologique est juste saisissant. Parce que l'action principale, elle se déroule pas dans une cave humide, mais sur un paquebot de luxe. Un navire majestueux fuyant l'Europe tourmentée des années 40 en direction de Buenos Aires. Et sur ce bateau, loin de la guerre, toute l'attention est captivée par un passager très particulier, Mirko Czentovic, le champion du monde d'échecs. Un profil tellement à l'opposé de ce qu'on imagine. D'ordinaire, on associe les grands maîtres à une finesse intellectuelle, à un esprit brillant. Czentovic, lui, c'est une anomalie vivante. Fils d'un modeste batelier slave, il est lourd, apathique, d'une lenteur presque exaspérante. Enfant, son cerveau semblait hermétique à tout apprentissage. Faire une phrase sans faute d'orthographe, c'était mission impossible pour lui. Il a découvert les échecs par pur hasard, en fait. Il restait assis dans un coin silencieux à fixer le curé de son village qui jouait avec le policier local. Et un jour, il prend la place du curé et bat le flic à plat de couture sans jamais avoir touché un pion avant. Ce qui est fascinant ici, c'est l'anatomie psychologique de ce champion. Czentovic incarne la quintessence du monomaniaque. Son cerveau fonctionne comme un super ordinateur, mais exclusivement dans les limites de ce jeu. Dès qu'on le sort des échecs, c'est le néant total. Exactement. Il a absolument aucune imagination abstraite. D'accord. Décortiquons un peu ça. Il est champion du monde, mais il ne peut pas visualiser le jeu dans sa tête. Les pièces sous les yeux. Et cette absence totale d'élévation d'esprit s'est transformée avec la célébrité en une arrogance complètement glaçante. Il garde des manières de paysan bourru, mais dans des costumes hors de prix. Et il menait son talent avec un cynisme effroyable. Sur ce bateau rempli de riches oisifs, il refuse de jouer s'il n'est pas payé 250 $. Ce qui crée forcément des étincelles. Surtout face à un homme comme McConnor, un ingénieur écossais super riche, impulsif et surtout gonflé d'orgueil. Le genre de type persuadé que tout s'achète, talent compris. McConnor rassemble des amateurs, paye la somme exigée et affronte le maître. Et la scène est humiliante. Czentovic joue avec une indifférence totale, il regarde même pas ses adversaires. Il déplace ses pièces comme s'il écartait des mouches. McConnor est balayé. Et son ego encaisse pas du tout. Tremblant de rage, l'ingénieur exige une revanche immédiate. Le schéma se répète, ils sont sur le point de tomber dans un piège évident. C'est à la seconde précise où McConnor va jouer ce coup fatal que l'atmosphère bascule. Un inconnu, l'air maladif, très pâle, surgit de nulle part. C'est le docteur B. D'une voix précipitée, presque en transe, il retient le bras de McConnor et lui dicte un autre mouvement. Il lit le jeu de Czentovic 7 coups à l'avance. Avec une précision de malade, il guide les amateurs et arrache un match nul face au champion interloqué. Mais au lieu de célébrer le docteur B, a l'air effrayé par sa propre audace. Il fuit la pièce en courant, laissant tout le monde sans voix. Et cela soulève une question cruciale. Un peu plus tard, cet homme avoue qu'il n'a pas touché un véritable échiquier depuis plus de 20 ans. Comment un niveau de maîtrise pareil est possible sans aucune pratique physique? Le mystère trouve sa réponse dans les ténèbres de Vienne en 1938, quand les nazis prennent l'Autriche. Le docteur gérait les fortunes de l'aristocratie pour les soustraire au nouveau régime. Les SS l'arrêtent inévitablement, mais on l'envoie pas dans un camp, on l'isole à l'hôtel Métropole, et la méthode est vicieuse. Pas de torture physique. Leur arme de destruction massive, c'est la privation sensorielle. Une chambre vidée de toute vie. Un lit, une cuvette, une porte verrouillée. Rien pour écrire, rien à lire. Pas un son à part les bottes dans le couloir. Isolement total, c'est un poison lent. Sans stimulus, le cerveau tourne à vide, puis se dévore lui-même. 1 heure dure une éternité. La Gestapo veut juste que le vide brise sa raison. Qu'il supplie de livrer ses secrets juste pour entendre une voix humaine. Et c'est ici que ça devient vraiment fascinant.
Après des semaines de ce supplice, une faille apparaît. On le laisse patienter seul dans une antichambre, et il voit un manteau militaire avec une poche légèrement bombée. Il comprend qu'il y a un livre. Pour un esprit affamé par le néant, c'est une oasis. Prenant des risques insensés, il le vole. De retour dans sa cellule, il rêve de philosophie, de poésie, de n'importe quoi avec des phrases. Le choc est d'une ironie cruelle, quand il voit que c'est un simple manuel d'échecs compilant 150 parties de maître. La rage l'envahit. Mais l'instinct de survie prend le relais. Il doit transformer cette abstraction en réalité tangible. Il modèle des minuscules pièces avec les miettes de son pain sec. Il utilise les carreaux de son drap pour visualiser l'échiquier. Et très vite, l'intelligence foudroyante du docteur prend le dessus. Il abandonne les miettes, tout se transfère direct dans son cortex. Il joue purement de tête et mémorise les 150 parties à la perfection. Un sauvetage miraculeux, ça relance sa machine mentale. Il retrouve sa vivacité face aux interrogateurs. Mais le remède a une faille terrible. Ouais, une fois qu'on connaît ces parties par cœur, qu'on les a rejouées des milliers de fois, ça devient fade. Le vide refait surface, plus affamé que jamais. La fracture psychologique définitive intervient là. Pour empêcher le vide de le consumer, il doit inventer de nouvelles parties. Mais les échecs exigent une dualité, un affrontement. Il doit se battre contre lui-même. Ce qui paraît presque irréalisable. C'est un paradoxe cognitif total. C'est comme se cacher un objet à soi-même. Son cerveau doit être le joueur blanc qui échafaude une stratégie et le joueur noir qui découvre cette stratégie et tente de la contrer. Il doit oublier volontairement ce qu'il vient de penser une seconde plus tôt. Une véritable schizophrénie de survie. Son esprit se scinde en un moi blanc et un moi noir qui se vouent une haine féroce. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est l'allégorie tragique de l'esprit intellectuel contraint de s'automutiler pour échapper à l'oppression totalitaire. Ce jeu qui le sauvait devient un poison, une intoxication. Il dort plus. Il joue des dizaines de parties à l'heure. La tension nerveuse éclate. La fièvre des échecs le consume. Il finit par hurler, se jeter sur son gardien, briser une vitre. Ce n'est qu'à l'hôpital qu'un médecin comprend et le déclare fou pour le sauver de la Gestapo à une condition, ne plus jamais approcher un échiquier. Ce qui nous ramène sur le paquebot. Cet homme qui fuit l'Europe cède à la tentation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi prendre ce risque? Il a besoin de savoir. Pendant des mois, il a joué seul dans le néant. Il veut se mesurer à un vrai humain. Savoir si son génie est réel ou si c'est l'illusion d'un fou. Il accepte un seul match officiel contre Dzentovic. L'affrontement de deux mondes. Dzentovic massif, impassible, force mécanique brute, contre le docteur B, l'intellect hyperactif, pâle, tremblant d'énergie nerveuse. La première partie est fulgurante. Le cerveau du docteur, entraîné à la vitesse de l'éclair, dans l'isolement, anticipe tout. Il assène les coups avec une aisance qui désarçonne le champion. Et en quelques minutes, Dzentovic est acculé. Il balaye les pièces. Le triomphe total de l'intellect sur la machine. Mais la vanité du champion est piquée à vif. Être écrasé publiquement, c'est intolérable. Il exige une autre partie. Et le docteur, grisé par la victoire, accepte l'affrontement mortel. Et c'est là que Dzentovic dévoile son instinct de prédateur. Il a observé la fébrilité du docteur. Il comprend que la plus grande faiblesse de cet esprit vif, c'est le temps. Son plan devient purement psychologique. C'est une descente aux enfers glaçante. Le règlement accorde 10 minutes de réflexion par coup. Dzentovic freine des 4 fers. Il laisse s'écouler les 10 minutes pour chaque mouvement, même quand c'est évident. Le silence s'installe. Une torture absolue pour le docteur qui simulait des dizaines de coups par seconde dans sa cellule. Face à cette lenteur volontaire, son cerveau dérape. L'attente interminable ravive le traumatisme de l'hôtel Métropole. Son effondrement physique en direct est insoutenable. Il réclame de l'eau, tenaillé par la soif de ses interrogatoires. Il se lève et fait les 100 pas dans le fumoir. Mais pas n'importe comment. Il avance de quelques pas, pivote brusquement comme s'il heurtait un mur invisible, puis refait le trajet inverse. Il arpente exactement les dimensions de son ancienne cellule. Son regard se vide. Il est plus sur le navire. Le tic-tac de la pendule redevient le bruit des bottes de la Gestapo. La fièvre des échecs a de nouveau envahi son système nerveux. La tension est à son comble. L'audience regarde cet homme se désintégrer sous les yeux de Dzentovic, qui attend patiemment que le mécanisme se brise. Et le point de rupture éclate. Brusquement, le docteur s'arrête, s'approche de la table, le regard fou, déplace une pièce avec une force inouïe et hurle « Échec au roi !» Un silence de stupeur. Il n'y a absolument aucun échec. Le roi de Dzentovic est parfaitement en sécurité, protégé derrière sa défense.
Le coup du docteur n'a aucun sens. Ses yeux fixent le vide. Il marmonne des phrases incohérentes, absorbées par une autre partie invisible jouée dans son esprit fracturé. Zentovitch relève la tête avec un sourire lourd et sarcastique. La bête froide vient de terrasser la finesse. Le fil vacillant de la raison du docteur est en train de rompre devant tout l'équipage. Et la seule façon de vivre cette tension insoutenable, de savoir s'il sombre totalement dans la folie, c'est de se plonger dans les pages de cette histoire magistrale. On n'en ressort pas indemne. Je refuse de dévoiler la fin, ouais. Mais tout ça amène une réflexion obsédante sur notre monde contemporain. C'est-à-dire, Quand on observe nos sociétés modernes saturées d'algorithmes, de calculs implacables, on est en droit de se demander, est-ce qu'on n'est pas en train de couronner des légions de Zentovitch? des machines d'efficacité dépourvues d'humanité. Complètement. Pendant que les esprits sensibles, ceux qui s'interrogent, sont poussés à l'épuisement. Le véritable danger, aujourd'hui, c'est peut-être plus l'isolement physique. C'est l'enfermement sournois de l'intelligence face à des mécaniques qui refusent de jouer le jeu de l'humanité. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, Le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.